Dans une famille, un père est plus qu'une figure tutélaire, c'est un phare. Certains de ses enfants sont éblouis par son rayonnement et voguent loin de son ombre. Les autres sont attirés par son éclat et prolongent sa lumière. C'est un cap ou l'autre, jamais d'entre deux. Alors, quel cap va choisir Mario Stasi? C'est à découvrir avec ou sans filtre. Et bienvenue dans votre vie, Mario. Oula. Alors oui, il y a des photos partout. Il va falloir me les commenter une à une, mais on va commencer là, effectivement. On va commencer là, par le début du début de la famille. Oh là là. Avec cette photo-là. Avec cette photo. Et bien là, on voit... c'est la rosace de la cathédrale de Reims. On est au début du XXe siècle. C'est avant le bombardement de la ville de Reims, 14-18. Au milieu, il y a... Ah, ça fait bizarre. Hein. Il y a Paul Simon, le père de Jacques Simon, qui est mon arrière-grand-père, qui est à gauche. Et Paul Simon avait en charge un atelier de peintre verrier, qui existe toujours, qui s'appelait les ateliers Simon, deuxième plus vieille entreprise d'Europe, de rénovation de vitraux. Et la cathédrale de Reims avait commencé à être rénovée fin 19e, début 20e. Et Paul initiait son fils Jacques, qui partira à la guerre. Paul attendra son fils et mourra de tristesse en 1917, c'est ce que j'ai pu relire. Et Jacques revient de la guerre et prend la suite de Paul et développe les ateliers Simon. C'est dingue ça, il est mort de chagrin en attendant son fils. Il est mort de chagrin. C'est une histoire. Hein. Il continuait, il attendait, son fils est parti et il est mort de chagrin. Ouais. Jacques a eu une fille. Jacques a eu notamment une fille qui est ma grand-mère. Oui, on se rapproche. Alors, Jacques a eu... Trois enfants. On va commencer quand même avec Simone. Simone Simon, qui a épousé Marc Lelarge, famille rémoise. Hein, tout cela, on est à Reims, et des Ardennes pour la famille Lelarge. Et Simone a hérité de cette sensibilité d'artiste, de ce talent de sculptrice. Et toute sa vie durant, elle a exposé, elle a sculpté. Voilà, c'est vraiment... Elle avait l'ingénuité, la sensibilité, la naïveté, l'émerveillement de l'artiste. Voilà, c'était une merveilleuse grand-mère, merveilleuse. Oui. Merveilleuse. Parce qu'on a compris que dans la famille du côté maternel, on est des artistes. Et on aime aussi les artistes. Parce que regardez la photo que j'ai mise à côté. Ça, c'est le frère de Simone, Luc. Ça c'est une sacrée histoire. Oui. Parce qu'il y a Simone, il y avait Brigitte qui avait épousé Charles Marc. Ils se sont occupés tous les deux peintres et peintres verriers des ateliers, en créant aussi des vitraux. Et puis Luc, le troisième. Elle est incroyable cette photo. Et Luc est tombé amoureux d'une jeune chanteuse. Il lui-même était peintre, fou de Rimbaud, un type étonnant, hors norme. Passion amoureuse extrême. Hein. Extrême. On dit que, effectivement, Luc Simon lui a inspiré quelques chansons. Je ne sais pas dire. Hein, En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans l'atelier de peintre verrier, alors Barbara a vraiment vécu une histoire longue, et d'amour, et d'amitié, et de soutien avec l'un et l'autre. Et donc, elle a côtoyé la famille bien avant que je naisse. Et dans cet atelier, empaillé, trôné parmi les épreuves de vitraux, un aigle noir. Voilà. Et donc, il n'est pas impossible qu'une des sources d'inspiration de cette incroyable chanson soit cet aigle noir qui trônait, que j'ai vu d'ailleurs, dans les ateliers Simon. Dans les ateliers Simon Marc. Voilà. À côté, donc, j'ai mis un dessin, vous en avez parlé justement. Ben oui, c'est un dessin, c'est ma mère. C'est un dessin de Jacques, son grand-père. Et ce dessin, avec les 6 autres frères et sœurs, était dans l'appartement de ma grand-mère, l'un à côté de l'autre. Et j'ai vécu des moments de famille avec ce visage de ma mère. Et c'est très beau. Savine. Savine, effectivement, vous l'avez dit, enfant, 7 enfants. Hein. 7 enfants. Il va y avoir un clown dans la famille, d'ailleurs. Il y a une qui est la peinture sur soie, une autre qui est violoniste professionnelle. Elle, c'est le piano. C'est le piano. Ça, c'est le talent. C'est le talent de la famille. La fibre artistique qui continue. Mais le caractère de votre maman? Têtu comme son fils. C'est une maman aimante et
Et les relations humaines sont riches. Et elle est comme la vie, elle est complexe et merveilleuse à la fois. Voilà. Et elle a 80 ans, elle vit toujours. Et elle aussi, sa vie pourrait être un roman, parce qu'un jour, on lui annonce quelque chose. On lui dit, toi, tu vas rencontrer quelqu'un. Oui, alors c'est très drôle, parce qu'elle est rémoise. Et à cette époque, les étudiants allaient à Paris et revenaient voir leur famille le week-end à Reims. Parce qu'il n'y avait pas de fac. Aujourd'hui, c'est une ville incroyablement estudiantine. Et puis un jour, dans un wagon, dans un compartiment, elle accoste Mario, mon père, parce qu'elle avait besoin d'un avocat. Parce qu'à Paris, alors qu'elle répétait le piano, il y avait une voisine qui venait déposer plainte pour trouble de jouissance. Voilà. Et donc, elle va voir le jeune Stasi dans le compartiment, dit, ben voilà, j'ai besoin d'un avocat, on m'a dit d'aller le voir. Et voilà, et puis je suis là. Et puis il va se passer quelque chose, et c'est lui justement qu'elle va voir. Et c'est Mario. Voilà. Voilà, à gauche. Mario, fils de Mario. Mario, fils de Mario. On va commencer avec votre père, avant d'aller sur votre grand-père. Ouais, ben là, c'est mon père qui n'est plus et qui est tellement là. C'était, je le dis souvent, c'était un homme aux gros défauts et aux immenses qualités. Il n'est pas un jour où l'on ne me parle de lui, où je découvre des pans de sa personnalité. C'était un homme entier. Il a travaillé beaucoup à la défense des droits de l'homme partout, et particulièrement en Afrique, Avocats sans frontières. Et il était très proche d'Henri Leclerc, qui vit toujours, un grand avocat, qui lui était communiste, laïque, mais alors tandis que mon père est de gauche, mon père était plutôt de droite, catholique, mais avec cette même passion de combat pour les droits de l'homme. Et Henri Leclerc, à la fin, a eu cette phrase très belle, disant « Mais Mario, nous n'étions pas sur le même chemin, mais nous allions dans la même direction. » Là, on a Mario avec son père qui s'appelait lui-même Mario. Et ouais. C'est la raison pour laquelle vous vous appelez vous-même Mario. Voilà, et ça, c'est le jour de la prestation de serment de Mario, mon père, et le... Mario 1, Mario 2 et vous Mario 3. On va venir avec vous. Mais il y a aussi, on va remonter aussi le fil de l'histoire avec le côté paternel, parce que là aussi, c'est très intéressant. Et on va le retrouver là, votre grand-père. Venez de l'autre côté. On va le retrouver avec l'amour de sa vie. Ah oui. Merceditas, abuelita. Abuelita, abuelito. Petite grand-mère, petit grand-père en espagnol. Ils se rencontrent en Espagne tous les deux. Alors, l'histoire est assez jolie. Mario avait un père, Marco. Et Marco était joaillier à Sienne. Puis il avait un magasin d'antiquités à Paris, un autre à Vichy et un autre à Barcelone. Et Marco avait épousé Maria Cherubini de Bastia, boulevard Paoli, et elle tombe enceinte à Barcelone. Fils unique, Mario, qui naît à Barcelone. Et début du XXe siècle, dans les années 1910-11, je crois, il va au cinéma à Barcelone voir un film de Charlot. Et pendant ce film, il entend une jeune femme rire, et il tombe amoureux de ce rire. Et pendant 11 ans, il va faire la cour à Mercedes Camps, et ils se marieront à Barcelone, mais il aura attendu 11 ans. Donc Mario a épousé Mercedes Camps à Barcelone. Mais vous avez dit quelque chose, effectivement. Le père de Mario a épousé une Bastiaise. Tout à fait. C'est incroyable, hein? Une Cherubini de Bastia. Une Cherubini, de la famille du musicien du 19e dont on connaît les œuvres religieuses. Voilà, que je n'ai malheureusement jamais connu, mais dont j'ai toujours... On n'a pas la photo, on n'a pas la photo, c'est dommage. Ben, on est loin. Mais j'ai d'autres photos, regardez, j'ai des photos de vous en Corse. Ah. Parce que la Corse aussi, vous allez venir vite. Vite. Et souvent. Voilà, ça c'est plage d'Aronne. Pourquoi vous venez en Corse? Ah, l'histoire, elle est jolie. Ça, elle va vous plaire, vous allez voir. On est en 1980 et mon père défend un indépendantiste qui se trouve en prison. Et nous décidons, à l'été 80, de partir dans une vallée corse, puis plage d'Aronne, d'abord accueillis par la famille de ce détenu. Et puis l'année d'après, on revient, Mitterrand ayant libéré les prisonniers politiques. Et là, vous êtes accueillis à bras ouverts. Et là, c'était merveilleux.
Voilà. Vous avez quel âge en 80 là? Vous êtes tout jeune, hein? Là, j'ai Vous avez 12 ans. 12 ans. Donc, 12 ans. Il vous reste, vous avez l'avenir devant vous à ce moment-là. Ouais. Est-ce que vous allez prendre du côté de votre mère le côté artistique ou le côté intellectuel du père? Les deux, mon général. On ne dit pas. Ah. On va le découvrir là-bas. On va le voir. Allez, venez avec On moi. va le voir. Allez, on arrive, Mario. Eh bien, chez vous, dans l'intimité de la famille. Ouais. Ça, c'est chez ma grand-mère, en fait, oui. Vous grandissez où? Je grandis à Boulogne. Ça, c'est mon père. Ah, dis donc. Je grandis à Boulogne. Puisque... Mais justement, j'ai mis votre papa, éducation catholique. Oui, tout à fait. Hein, c'est pour ça. Chez les jésuites. École primaire, collège, lycée. Sans trop savoir ce que vous voulez faire. Et je crois savoir que votre papa, dans son souci de surtout pas avantager ses enfants... Oui, très juste. Finalement, quelque part, il ne vous donne pas de voix non plus. Hein, il ne dit pas où il faut aller. C'est pas faux. C'est pas faux. J'ai eu un bac, un bac plutôt pas mal. B, avec une mention. Bon, bref, et je me retrouvais un peu désarmé, à force de ne pas vouloir me dire il faut que, ou je te conseille de, c'était soit libre et fait, en tout cas dans la projection des études. Bon, puis j'ai commencé à faire du droit. Du coup, je me suis inscrit en droit en me disant on verra après, peut-être plus tard. Je ne savais pas encore si j'allais ou pas, ou si j'allais devenir avocat, quoi. Et je deviens avocat. C'est le jour de ma prestation de serment. Voilà, à 23 ans, jeune. Qu'est-ce qu'il en pense, votre père, quand il vous prend comme ça par le col? C'est une très belle photo, je trouve magnifique. Le jour de la prestation de serment. Il est profondément heureux. Il est fier, je crois. Et je crois qu'il l'est d'autant plus qu'il sait que c'est comme je dis, c'est un cheminement qui a été personnel. C'est un choix, mais c'est aussi, vous vous inscrivez vraiment dans sa droite lignée. La preuve, Mario, avec cette petite composition, la première là-bas, c'est vous qui le regardez plaider. Voilà. Ouais. C'est moi qui le regarde plaider. Je crois que j'ai déjà plaidé. C'est le procès des écoutes de l'Élysée, vous voyez. J'aime l'art oratoire, voilà. J'aimais convaincre. Et la quintessence d'un jeune pédaliste, c'est de se retrouver, l'essence d'un jeune pédaliste, c'est de se retrouver aux assises, à organiser des jeux oratoires, à défendre les criminels les plus abominables, à représenter le jeune barreau, toutes les semaines à être de comparution immédiate jusqu'à pas d'heure, à plaider pour ceux qui sont pris en flagrant délit. Et c'est ce que la conférence permettait. C'est un concours d'art oratoire en 3 étapes. Pendant toute une année. Ils commencèrent 200 et terminèrent à 12. Et j'étais élu 4e secrétaire. C'est une très, très, très belle année. Et donc là, on voit que vous vous inscrivez dans la droite ligne intellectuelle, effectivement paternelle, mais reste quand même en vous le jeu, peut-être, le jeu oratoire. Ouais. Et le jeu tout court, hein, quand même, hein, le côté artiste maternel, là. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être avocat. Figurez-vous, c'est qu'il y avait une troupe de jeunes avocats qui existe toujours, la troupe de l'Union, la revue de l'Union des jeunes avocats, de l'UJA, où on était entouré de professionnels, mais de musiciens professionnels et autres. Pendant une semaine, fin juin, il y a une revue parodique où on reprend des chansons qu'on réécrit avec l'actualité politique, l'actualité judiciaire. On crée des sketchs. Et moi qui avait déjà cette fibre artistique, qui faisait du théâtre et qui aimait chanter, là vous avez une reprise de Help d'ailleurs, des Beatles, où on est quatre confrères, chacun ayant une décennie, on est toujours copains d'ailleurs. Vous n'êtes pas rentré que pour les bonnes... Non, je suis rentré. J'ai voulu être avocat pour notamment être sur scène et chanter, rejoindre l'équipe de football des jeunes avocats, secrétaire de la conférence, donc c'est pour ça que j'ai commencé mes études de droit. Puis après, j'ai découvert le métier et j'ai adoré ce métier. Mais si je devais être honnête, c'est qu'à 19 ans, j'avais envie et de chanter, et de jouer au foot avec des copains avocats. Et puis j'étais quand même dans un milieu d'avocats. Voilà. Donc, il y avait quand même une appétence pour
pour la chose judiciaire et pour le procès. Mais c'était un tout. Et justement, dans ce tout, il y a une autre appétence. Voilà. Et là, je suis très, très ému parce que c'est quelqu'un qui a compté et qui compte aussi énormément. C'est Bernard Stasi, député, maire, ancien ministre, président de région, avec la commission Stasi sur la laïcité. Et je l'ai découvert, le frère de Mario, qui a choisi la nationalité française à 21 ans. Franco-espagnol. Né à Reims, mais franco-espagnol. Et les trois ont choisi d'ailleurs la nationalité française. Et puis un jour, Mercedes décède, on est en 87. J'avais des liens avec Bernard, mais pas plus que ça. J'avais 19 ans et Bernard arrive avec 5-6 copains, parmi lesquels d'ailleurs il y avait François Bayrou. Et Bernard m'a amené avec ses amis politiques, jeunes. Et puis de 87 à la fin de sa vie, ça a été un compagnon, un ami. Il a eu du succès, lui, en politique. Et vous commencez la politique avec Douste Blazy, je crois. Hein, alors, c'est avec Douste que vous commencez un petit peu justement à essayer de vous faire élire. Et il y a cette photo. Oui. Alors, en fait, oui. Alors ça, c'est voilà. On avance justement. 99, je travaille. Douste essaye d'être maire de Paris. Il l'est pas. Je travaille avec lui. Je suis dans la mouvance de l'UDF depuis 95. J'ai perdu de vue un peu mon ami François Bayrou, que je retrouve. En 2000, je participe à une réunion de pré-campagne d'un Philippe Séguin sur le temps judiciaire et le temps politique. Je prends la parole, parce que j'étais jeune avocat, déjà, enfin avocat depuis 9 ans, et Séguin appelle Bayrou et il dit « Je veux le jeune Stasi comme tête de liste ». Et me voilà à l'inauguration de mon local de campagne. On est en novembre 2000, et je suis tête de liste dans le 3e arrondissement, candidat de Philippe Séguin, avec François, que je retrouve, Jacques, qui est devenu Jacques Toubon, qui est devenu quelqu'un que j'aime particulièrement. Et me voilà embarqué dans une campagne de 5-6 mois où j'harangue, je convainc, je fais des réunions d'appartements, je vais dans les cafés, dans la rue du 3e arrondissement, j'ai un local de campagne, je fais mon boulot de jeune homme politique, je mets mon travail de côté pour essayer de convaincre que Séguin, c'est mieux que Tibéri et que c'est mieux de Delanoë. Et Tibéri Dominati. Tibéri, oui, dans le fief des Dominatis, c'était très très dur. Et je ne vais pas au 2e tour à 70 voix près, c'est-à-dire 36 votants. Et je ne m'allie pas au candidat tibériste et je ne rentrerai donc pas au Conseil de Paris. Et de toute façon, il n'était pas question que je m'allie aux tibéristes. Et en 2007, je me présente aux législatives et je suis de nouveau 3e. Et je ne me désiste pas je laisse pour les candidats progressistes, puisque j'avais en face de moi quelqu'un de gauche que je n'appréciais pas vraiment, même s'il y a des gens de gauche que j'apprécie beaucoup. Vous allez justement entrer dans une nouvelle aventure. Et je rentre dans une nouvelle aventure d'engagement public. Exactement. La politique, c'est violent, ça peut être violent, mais vous allez commencer un combat peut-être encore plus violent. Ah, un combat très violent. Mais on ne va pas en parler là, justement. Non. On va prendre l'air. On va prendre l'air. Allez, venez avec moi. Par là. Eh bien, je le disais, hein, il va y avoir une rencontre déterminante, c'est lui. Ah, oui. Oui, que je rencontre en prison. Et il me dit, mais il y a un endroit où tu serais très heureux, Mario, c'est la LICRA. Avocat de la LICRA. Voilà. Et c'est comme ça qu'en 2007, assez rapidement d'ailleurs, j'intègre la commission juridique de la LICRA. On rappelle ce que c'est que la LICRA, parce que la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, créée en 1927. Et il y a même un petit peu de passif, vous aussi, avec le discours raciste. Parce que, si j'ai bonne mémoire, un jour, il y a Jean-Marie Le Pen qui va invectiver votre oncle. Oui. Hein, ouais, très juste. C'est quelque chose qui est de la famille aussi. C'est-à-dire que Bernard avait écrit un livre dont le titre était volontairement provocateur, et le titre était « L'immigration, une chance pour la France ». Et à ce moment-là, quand le livre sort, on est en 83-84, Jean-Marie Le Pen commence à grimper dans les sondages et il y a un face-à-face, un débat sur France Inter. Et Jean-Marie Le Pen commence à se gausser et de façon assez virulente, à dire à Bernard « Mais je ne comprends pas comment vous,
fils d'immigrés, vous faites de la politique. Et je dis, mais attendez, vous êtes en train de me reprocher, moi, oui, quand je suis invité chez les gens, je ne vais pas voir dans les cuisines ce qui s'y passe, avait dit Jean-Marie Le Pen à Bernard Stasi. Voilà. Et vous gravissez les échelons petit à petit, dans les échelons de la LICRA, vous vous retrouvez vice-président, jusqu'un jour, en 2017 ou 2018 2017. Chers amis, je vous l'ai déjà dit comme candidat, je vous le dis encore comme président, c'est un moment particulièrement important, vous l'imaginez. Et une émotion intense, profonde, que j'ai du mal à dissimuler, de devenir votre 6e président. Waouh! Ce pupitre, c'est à 1 mètre ou 2 mètres près, sur scène, le dernier endroit où j'ai vu mon père. Où j'ai vu mon père, qui était aux côtés d'Henri Leclerc, 10 jours avant sa mort, et qui prenait la parole, témoignant de la nécessité pour les avocats de se battre, d'être toujours en colère, toujours éveillés. Il s'adressait encore aux jeunes qui étaient dans la salle. Et je me retrouvais quelques années plus tard au même lieu. Et voilà, c'était une des raisons pour lesquelles j'étais plus qu'ému, j'étais bouleversé. Voilà, ça me fait... Je vous remercie de me... Je vous remercie. Je vous en prie. Voilà. Et vous arrivez avec votre personnalité qu'on découvre depuis le début de l'émission, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain. Et vous décidez pratiquement immédiatement d'interpeller... Vous écrivez dans Le Monde un article en disant « Le mot race doit disparaître de la Constitution ». Vous écrivez cet article et comme par hasard, quelques jours plus tard, il y a ça. Pour 119, contre 0, l'amendement est adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Supprimer le mot « race » est donc évidemment un symbole puissant, mais aussi une évidence à laquelle le gouvernement ne peut que souscrire. Il n'y avait ni dans les amendements, ni dans les discussions en commission, ni ici au moment du vote, aucun représentant de l'extrême droite qui était présent pour faire comme nous la suppression du mot race. Et je veux le dire parce que c'est justement de ces bancs-là que les thèses racistes ont toujours émergé, cherchant à les rendre scientifiques, cherchant à les éduquer, cherchant à les promulguer politiquement et philosophiquement. Mais ce qui est très important au-delà de ça, c'est le travail tel que je l'envisage d'une association politique comme la LICRA, qui doit, en partenariat avec les forces institutionnelles, les députés, les sénateurs, faire évoluer la législation. C'est comme ça que je conçois la place de la LICRA dans la société. Ce n'est pas comme une association qui vient uniquement dénoncer, mais on co-construit la France et la République que nous souhaitons voir émerger dans les années à venir. Et vous continuez avec ça. Comme vous voyez, aussi. je plaide pour la LICRA comme je plaide pour un dossier, mais ça me tient, voilà, c'est comme ça. Et dès 2019, justement, vous... Alors ça, c'est très... Oui, mais ça, c'est très compliqué. Exactement. Ça, c'est très compliqué. Ça prouve que c'est compliqué aussi. Ça prouve que c'est compliqué. Et ça prouve que c'est compliqué. Parce que là, vous tentez un rapprochement. Je tente un rapprochement avec Schems, que je connais par ailleurs, et avec la Grande Mosquée de Paris. Et je tente un rapprochement à partir d'une base factuelle et d'un partenariat écrit dans lequel il est dénoncé le terme islamophobie, puisque si on doit être intransigeant contre le racisme anti-musulman, on doit pouvoir continuer à se moquer du dogme. Et l'islamophobie est une utilisation politique qui vise à confondre les deux. Et lui et moi sommes d'accord là-dessus. Lui et moi sommes d'accord sur la lutte contre l'antisémitisme, y compris dans le monde musulman. Et il signe et il me propose, en plus de la lutte contre le racisme anti-musulman, et il me propose ce partenariat que je signe. Et puis le 7 octobre est arrivé. Et Schems et la Grande Mosquée ont eu publiquement des propos qui, pour nous, étaient inacceptables. Mais ça, c'est un vrai regret. Mais c'est un vrai regret parce que justement... Non, c'est pas un regret, c'est une déception. Quoi qu'il en soit, il y a la rupture de dialogue. Et quand il y a la rupture de dialogue, c'est quand même un échec. Ah non. Et... Ah non. Ah. Non. Ah non. Quand on est allé jusqu'au bout d'une conversation et qu'on voit que l'essentiel nous sépare,
L'échec, c'est de rester dans le flou. Donc la rupture de dialogue, ça a parfois une nécessité de clarification qui permet grandement d'avancer. Alors on va quitter un petit peu le 7 octobre hein, et les divisions que ça a créées, mais pour montrer que le racisme, justement, c'est quelque chose de complexe à appréhender, on va aller avec ça. Là, on est en Corse. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous agressez les nôtres, on crèvera les vôtres. Et je trouve que là, il y a quelque chose sur le racisme. Le racisme, c'est souvent une réaction. On me fait du mal, donc je fais du mal. Et enfin, qu'est-ce que vous en pensez de ça, justement, de ce tag-là? Ce que je remarque, c'est que cette phrase est d'une rare violence. Vous agressez les nôtres. Et la réponse « on crèvera les vôtres » est aussi violente que le questionnement. Donc, que le racisme, les haines, l'antisémitisme s'expriment, j'allais dire, c'est de tout temps. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut évidemment nommer les choses, sanctionner, éduquer et comprendre. Bon. Comment se fait-il aujourd'hui que nous vivons dans une société, j'allais dire, hystérisée, où, pour des raisons parfois électoralistes, pour des raisons de manipulation ou de calcul, on cherche à créer des clans contre les autres. Là, c'est une société en opposition. Ce n'est pas une république d'une seule citoyenneté. Oui, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Mais justement, vous combattez ça de manière beaucoup plus... moins médiatisée, en tout cas. C'est que vous allez dans les écoles, les lycées, justement. les écoles primaires. On a même un projet pour aller maintenant dans le cadre du périscolaire. Ce sont des bénévoles formés. Moi, j'y vais pas, je suis pas formé. Ouais. Mais formés, qui viennent pendant 1 heure, 2 heures, suivre une classe, interroger l'un, l'autre, faire naître le doute. On essaye de créer, c'est compliqué, mais de créer des remises en question, d'être dans l'éducation et la formation. C'est vrai dans les lycées, collèges, écoles primaires. C'est vrai auprès des clubs de football. On a un partenariat avec la Ligue de football professionnelle. On intervient dans les centres de formation, auprès des supporters aussi. C'est vrai dans les écoles de police et de gendarmerie. Formation initiale, formation continue. En fait, pour bien éduquer, les 2 canaux que j'ai pu identifier les plus efficaces, c'est le sport et la culture. Voilà. C'est le combat de votre vie? Oui, voilà, pour le meilleur et pour le pire, c'est beaucoup de temps. Et alors, c'est peut-être 50% de mon temps, mais 3/5 du cerveau. Ouais. Ouais. Heureusement qu'il y a ça. Et heureusement qu'il y a ça. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. C'est nécessaire, ça? Ah, c'est vital. Ah ouais? C'est vital. C'est ma respiration, c'est mon apaisement, c'est une adéquation entre la respiration, ce qu'on a exprimé là, et ce qu'on doit guider là. Et donc c'est l'adéquation entre les moyens physiques, le bien-être physique, l'expression d'un sentiment et le sens que vous voulez donner à votre propos. Et finalement, pas très loin de la plaidoirie. Allez, venez. La dernière photo, c'est moi qui l'a fait. Voilà. Merci infiniment, Mario. Merci, Luc. Bon retour chez vous. C'est gentil. Et continuez le combat. Ah, ça, vous comptez sur moi. J'en suis sûr. Au revoir. Merci, Luc. Ciao.